Bonjour à tous, nous poursuivons dans notre chapitre de statistiques à deux variables avec deux thèmes différents pour une même vidéo. Notre problématique est ici de commencer à essayer de faire un ajustement des valeurs observées lorsqu'on a sous les yeux un nuage de points. Alors on va voir un ajustement ou un pseudo-ajustement d'abord par ce qui s'appelle les moyennes mobiles, mais qui sont un outil bien utile dans un cas particulier. Et puis nous allons découvrir l'ajustement linéaire avec la méthode de Maillot. Commençons par les moyennes mobiles et prenons un exemple dans lequel elles vont être efficaces. Nous avons tout en bas l'évolution du chiffre d'affaires trimestriel en millions d'euros d'une société. Donc vous voyez qu'on a compté cette évolution sur 4 ans, ce qui nous fait 16 trimestres. Et donc, nous voyons une évolution qui est plutôt, alors pas forcément chaotique, mais en tout cas cyclique. Puis on s'en rend bien compte si on effectue un graphique de ces données. Le chiffre d'affaires est variable, il évolue d'une manière cyclique d'une année sur l'autre et il a l'air de montrer une activité saisonnière de l'entreprise, ce qui se produit très souvent. Imaginons que le premier point représente l'hiver, nous avons ici le printemps, l'été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, etc., etc. Nous avons une entreprise qui a une activité principale au printemps et en été. Alors, le problème ici, est de savoir si le chiffre d'affaires évolue, plutôt en augmentant ou en baissant, quelle est la tendance, même si elle est faible, mais quelle est la tendance. Lorsqu'on a de grosses vagues comme ça, on va le dire comme ça, sur un graphique, comment savoir si d'une manière centrale ça évolue plutôt en augmentant ou plutôt en baissant, c'est un petit peu difficile. Donc on va tenter de trouver un outil qui nous aplatisse ces vagues, qui lisse la courbe en d'autres termes. Alors, les informaticiens, ceux qui font du traitement d'image ont beaucoup d'astuces pour dépixeliser une image et rendre des contours d'objets plus lisses. Nous allons voir avec la méthode des moyennes mobiles le calcul le plus simple possible pour lisser quelque chose. Alors, ça va consister déjà à choisir les valeurs groupe par groupe. Nous avons ici une cyclicité tous les 4 trimestres, on peut le voir. Donc, nous allons décider de prendre les trimestres 4 par 4 pour calculer un chiffre d'affaires trimestriel moyen sur 4 trimestres. Alors, ça veut dire sur une année. Mais si on prenait le chiffre d'affaires moyen annuel de la première année, celui de la seconde, celui de la troisième, celui de la quatrième, on obtiendrait 4 points, chacun étant espacé d'un an par rapport au précédent. Donc c'est quand même pas terrible pour faire de l'interprétation statistique. Les moyennes mobiles répondent à ce problème différemment en disant on peut calculer un chiffre d'affaires trimestriel moyen en prenant une année, mais une année n'est pas obligée de commencer en hiver. C'est pas forcément une année civile. Donc on va prendre le chiffre d'affaires moyen de la première année, hiver, printemps, été, automne, et puis on va calculer le chiffre d'affaires trimestriel moyen de printemps, été, automne, hiver, et puis ensuite on continue de glisser, un troisième CA moyen sur été, automne, hiver, printemps, et ainsi de suite. Et donc on va glisser comme ça, d'où l'appellation moyenne mobile, ce qui va nous donner pas mal de valeurs intermédiaires, qui sont autant de chiffres d'affaires trimestriels moyens calculés sur un an, chacun calculé sur un an. Et nous allons nous rendre compte que ça va être très efficace pour montrer si on a une tendance globale régulière, plutôt à la croissance ou plutôt à la décroissance. Alors, dans la technique du calcul des moyennes mobiles, il y a une petite subtilité. Si je décide de calculer un chiffre d'affaires moyen sur un an, donc trimestriel moyen, mais sur 4 trimestres, eh bien je vais prendre 5 trimestres. Pour le premier CA moyen, je vais prendre hiver, printemps, automne, été, pardon, c'est mieux, automne, hiver. Je vais tenir compte de l'hiver de l'année en cours et du prochain hiver, dont j'ai les deux valeurs, mais évidemment, je vais affecter un coefficient 1,5 à chaque valeur, donc ici dans le tableau, qui sont 28 et 30. Donc je calcule une moyenne avec les deux valeurs extrêmes coefficient 1,5 et les trois valeurs centrales coefficient 1. Voilà, histoire de faire en sorte que ma première moyenne mobile tienne compte de ce qui a été observé et de ce qui est observé un an plus tard. Ce qui permettra d'encore mieux lisser.
En faisant ça, on obtient quoi? Alors, vous pouvez tenter de vérifier par le calcul, hein. J'obtiens des valeurs ici en Y, hein, des chiffres d'affaires trimestriels moyens, en fait, qui sont très proches les uns des autres. Les vagues présentent des irrégularités extrêmement fortes. Eh bien, je m'aperçois qu'avec mes moyennes mobiles, j'ai une espèce de glissement comme ça, à la croissance d'ailleurs. Je m'aperçois que sur les dernières périodes, j'ai des CA trimestriels moyens qui sont de 1,5 million d'euros plus élevés que les premiers. 1,5 million. Ce qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une réelle tendance à la croissance, alors que les hauteurs des vagues nous le masquaient un petit peu. On se disait bien que la droite du schéma était un petit peu plus haute que la gauche, mais on ne savait pas trop comment mesurer ça. Donc je répète, hein, je prends par exemple la deuxième valeur, 39,875, est la moyenne de 45, 49, 36, 30 et 44, où 45 et 44 sont pris avec un coefficient 1,5. Alors, pourquoi est-ce que je calcule aussi des x? Parce que je vais pouvoir aussi situer des points moyens sur mon graphique. Alors les trimestres, je les ai numérotés de 1 jusqu'à 16. La première moyenne en position horizontale, c'est la moyenne de 1, 2, 3, 4, 5. Alors on peut dire 1 coefficient 1,5, 5 coefficient 1,5 et 2, 3, 4 coefficient 1, ça ne changera pas la moyenne, elle vaut 3. Ensuite, la moyenne des points 2, 3, 4, 5, 6 en abscisse vaut 4 en abscisse, et ainsi de suite. Donc pour chaque couple XY obtenu ici, j'ai un point, et si je regarde mes points, je m'aperçois qu'évidemment j'ai cette fameuse tendance plus ou moins régulière, mais assez constante à la croissance. Voilà donc l'idée des moyennes mobiles. Il est évidemment beaucoup plus aisé de lire le graphique qui apparaît en bleu foncé que celui qui apparaissait en bleu clair. Alors, la technique de Mayer, ou plus généralement l'ajustement linéaire, consiste non pas à trouver une série de points comme ici, mais va consister à modéliser un nuage de points ici en bleu ciel par une droite. Voilà, qui va nous montrer une tendance moyenne à la croissance ou à la décroissance. Alors comment faire? Eh bien justement, on va se poser la problématique de l'ajustement linéaire, et en commençant par dire que vous pouvez tomber sur beaucoup de formes possibles pour un nuage de points. Revenons en arrière. Le cas des moyennes mobiles, je ne l'ai pas appliqué sur n'importe quoi, je l'ai appliqué sur quelque chose qui est plutôt cyclique, c'est là où les moyennes mobiles sont utiles, et sur une série chronologique, où x représente le temps qui s'écoule. Et donc j'ai ici des vagues. Mais si vous faites une étude sur deux variables x, y, quelles que soient ces variables, vous pouvez avoir une infinité de formes possibles pour le nuage de points que vous obtenez. Ça peut ressembler à ça, ou au troisième, ou au quatrième, ou au cinquième, au sixième, au septième, au huitième. Bref, vous pouvez avoir tout ce qui est envisageable. Alors, parmi les résultats, il y a certains nuages de points qu'il va être pertinent de modéliser par une ligne, qu'elle soit droite ou courbe. Je pense par exemple aux deux premiers ici, et puis à ceux de la troisième colonne. Par contre, les nuages de points de la deuxième colonne et de la quatrième colonne ressemblent plus à des répartitions aléatoires. Ils ne semblent pas montrer de lien spécialement fort entre les deux variables. Les points ont l'air vraiment distribués au hasard. Donc parfois, on peut penser qu'une droite représentera correctement le nuage, et donc sa tendance, c'est-à-dire il faut que le nuage ait une forme suffisamment effilée, et à ce moment-là, on peut pratiquer un ajustement linéaire sur ce nuage. Donc ça peut se produire pour ces deux premiers nuages, effectivement. Peut-être qu'on peut trouver une bonne droite, entre guillemets, pour bien représenter en moyenne ce que nous montre le nuage. Parfois, c'est plutôt une courbe. Je parlais de la troisième colonne, il ne me viendrait pas à l'idée sur ce nuage de points d'essayer de trouver une droite. Alors une calculatrice vous en trouvera une, hein, dans tous les cas, mais c'est plutôt une courbe qu'on devrait rechercher ici. C'est-à-dire que y et x ont l'air fortement corrélés, mais pas de manière linéaire. Peut-être qu'il existe une fonction dont la courbe passe bien près de tous les points du nuage, et donc modélise bien cette situation-là.
Alors, toute la question est la suivante pour, pour ce qui va suivre justement, c'est qu'est-ce que veut dire une bonne droite? Ou une bonne courbe? On verra les courbes un peu plus tard, mais qu'est-ce que veut dire une bonne droite? Qu'est-ce que ça veut dire bien représenter le nuage de points? Bon, a priori, ça veut dire ne pas passer complètement au-dessus ou complètement en dessous. Ça veut dire aussi ne pas croiser le nuage alors qu'il semble plutôt étiré suivant un certain axe, et donc plutôt essayer de refléter cet axe. Mais bon, il va bien falloir traduire ça à un moment donné en des formules, en une méthodologie de calcul. Donc, à voir. Mayer est un des premiers à avoir pensé à ça, et à avoir réfléchi à ce sujet, et nous allons déjà découvrir les notations qui ont pu être employées à ce moment-là, et qui sont toujours employées d'ailleurs. Donc j'appelle M1, M2, M3, etc., MI les points de mon nuage. Et j'appelle D une droite que je peux tracer, qui n'est pas forcément la meilleure. Dans le nuage de points, mes points sont pour coordonnées XI, YI. Ce sont les données de la série statistique obtenue dès le départ. Vous avez un tableau avec des valeurs XI, YI. On va s'intéresser aux décalages verticaux qu'on peut observer entre les points du nuage et la droite qu'on peut tracer. Aux décalages verticaux. Alors, on peut s'intéresser aux décalages horizontaux plutôt que verticaux. Mais très souvent, la variable y est appelée variable expliquée et la variable x variable explicative. Très souvent, quand on fait une étude à deux variables, il y a une espèce de relation de cause à effet compressant, et on pense que c'est y qui dépend de x et pas le contraire. Un peu comme on peut dire que le nombre de sorties au cinéma dépend de l'âge des individus et pas le contraire. Donc, on a plutôt intérêt à vouloir modéliser un décalage de la variable expliquée pour une même valeur de la variable explicative. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bref, c'est la méthode qui est la plus employée à ce titre-là. Une fois une droite tracée, eh bien, il faut que je sois capable de calculer l'ordonnée que j'aurais lue sur la droite pour la même abscisse. Mais je ne peux pas l'appeler y, y est déjà pris. Donc on va choisir une notation légèrement différente, on va appeler ça y'. Rien à voir avec une dérivée, bien sûr, hein, c'est juste un symbole. Donc y', qui n'est pas dans les données de départ, mais qui va se calculer avec l'équation de la droite, puisqu'on est sur la droite. Donc axi plus b. Et on va bien sûr s'intéresser au décalage qui existe entre les deux. Donc on appelle résidu le nombre EI égale YI moins Y'I. On évite d'utiliser la lettre R pour parler de résidu, malheureusement, mais R est déjà pris en statistique pour autre chose, donc on utilise la lettre E de écart. Voilà, donc nous avons un écart. On constate d'ailleurs qu'il résulte d'une soustraction, donc il peut être positif ou négatif, et qu'il sera positif pour les points qui sont au-dessus de la droite et négatif pour les points du nuage qui sont en dessous. Donc, si vous tracez une droite qui passe au milieu du nuage, entre guillemets, vous aurez des points au-dessus et des points en dessous, et donc vous aurez des résidus positifs et des résidus négatifs. Petite remarque pour finir ici, donc D, si c'est la meilleure droite, ça va s'appeler droite de régression ou d'ajustement. Et donc déterminer D, c'est faire un ajustement linéaire ou encore une régression linéaire. Bref, peu importe, revenons sur nos résidus. Certains sont positifs et d'autres sont négatifs. Que peut être une bonne droite? Quelle question s'est posée Mayer? Donc je vous présente Gottfried Mayer, qui était en gros un contemporain de Leonhard Euler. Voilà, pour situer, donc, il a fait ses travaux dans les années 1740 à peu près. Il a voulu que la somme des résidus soit égale à 0. Donc, trouver la droite qui correspond à la somme des résidus est égale à 0. C'est-à-dire, les résidus positifs compensent exactement les résidus négatifs. Et à ce moment-là, on aura une droite qui passe bien dans l'axe du nuage. Donc c'est un principe qui a l'air tout à fait cohérent et nécessaire pour avoir ce qu'on appelle une bonne droite. Malheureusement, si on fait un développement de ce calcul, on s'aperçoit d'une chose qui va tout faire tomber à l'eau. Alors, EI, on sait que, diapo précédente, hein, c'est YI moins Y'I. Le raisonnement est suffisamment simple pour que je ne l'écrive pas, je vous le dis comme ça. Y moins Y'. Mais Y' c'est AX plus B.
Bon, très bien. Donc j'ai yi moins axi moins b. La somme des yi, c'est n fois la moyenne de y. A fois la somme de xi, c'est a fois n fois la moyenne de x. Et la somme de b, eh bien, c'est n fois b. Bref, si je divise tout par n, je m'aperçois que cette écriture revient à y bar moins ax bar, pardon, moins b. Et si on veut que ce soit égal à 0, ben, il faut que y bar soit égal à ax bar plus b. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point de coordonnées x bar, y bar appartient à la droite, puisque ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Bref, le point moyen du nuage... Aïe aïe aïe, j'enlève mes lunettes. Le point moyen du nuage appartient à la droite. Donc ce n'est pas une conséquence, c'est équivalent au principe de Mayer. C'est-à-dire qu'il suffit que je trace une droite qui passe par G, point moyen du nuage, pour que ça annule la somme des résidus. C'est-à-dire que même avec cette droite en pointillé, les résidus négatifs qui vont être très forts vont être exactement compensés par les résidus positifs. Donc ça ne tient pas debout, c'est un critère qu'on appelle faible, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il est important ce critère, il va même être indispensable pour la suite, y compris dans la méthode des moindres carrés, mais c'est un critère trop faible pour fournir une solution unique, et en particulier la meilleure solution. L'infinité des droites passant par G répondent au critère de Mayer. Alors, est-ce que Mayer, on lui décerne un bonnet d'âne? Quand même pas. Mayer, il va réfléchir un petit peu plus loin, heureusement, et il va dire, bon, ben voilà, je vais créer une méthode pour, parmi toutes ces droites-là, en trouver quand même une bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Mayer décide de partager son nuage en deux, avec, si possible, le même nombre de points, ou alors un point de plus d'un côté et un de moins si le nombre de points est impair. Et il le partage entre la gauche et la droite, c'est-à-dire par valeur croissante de x. Bon, très bien. Il détermine les deux points moyens des deux demi-nuages, et il relie ces points par une droite. Tiens, pourquoi pas. Donc je reprends le même nuage de points qu'à gauche. J'ai 7 points, donc je vais décider de prendre 4 points à gauche, et puis les 3 points de droite. Pour chacun, je calcule leur point moyen. Donc le point moyen des 4 premiers, en calculant la moyenne des 4 valeurs x et la moyenne des 4 y, et j'obtiens un point que je peux situer par ici. Et puis la moyenne des 3 derniers donne un point G2 qui est par là. Je relie ça par une droite. Très bien. Alors, pour celles et ceux qui connaissent la notion de barycentre, eh bien G1 est le barycentre des 4 premiers points, G2 est le barycentre de ces 3 points-là, alors que G était le barycentre des 7 points. Donc G est le barycentre de G1 et G2 avec des coefficients respectivement 4 et 3. Tous deux positifs, donc G est quelque part sur le segment G1, G2. Donc on montre de cette façon que, dans tous les cas, G appartient à la droite G1, G2, et que donc la droite qu'on vient de construire là fait partie de cette infinité de droites de Mayer, et donc en particulier respecte ce critère. Ce qui est extrêmement important pour Mayer, et pour tout le monde d'ailleurs, respecter la compensation des résidus positifs par les négatifs. Cette droite le permet, et tant mieux, et donc Mayer pourra retrouver le sourire et aller sur d'autres travaux. Alors, bien entendu, on va tester cette méthode dans des exemples, et ça sera donc notre dernier objectif pour cette vidéo. Alors, prenons par exemple, donc c'est un cas d'école, hein, on n'a pas une vraie étude statistique sur un grand nombre de couples XY, mais peu importe. Donc j'ai ici, sur 5 parcelles différentes, des quantités d'engrais qui ont été différentes. Quantité d'engrais épandue, j'appellerai ça X, ici exprimé en kilogrammes par hectare. Et puis, quelques temps après, quelques mois plus tard, je regarde la quantité récoltée, en quintaux par hectare ici, que j'appellerai Y. Je me doute que la récolte dépend de la quantité d'engrais, mais je me doute aussi que la quantité d'engrais n'est pas le seul facteur à influer sur la récolte. En tout cas, il y a sans doute une relation de cause à effet, plus ou moins floue, plus ou moins
évidente ou forte, mais en tout cas, il y en a une, et donc ça va s'exprimer par une certaine corrélation. Faisons un graphique à partir de ce nuage de points. Alors au fait, en statistique, à deux variables, on n'est pas du tout obligé de croiser les axes à l'origine, hein, on représente simplement les zones intéressantes pour nous. Donc j'ai des points ici qui apparaissent, qui sont au nombre de 5, qui ne sont d'ailleurs pas dans le même ordre que 1, 2, 3, 4, 5 dans le tableau, hein, parce que vous avez vu que les valeurs de x ne sont pas classées ici. Donc faites attention à ne pas vous perdre entre le tableau et le graphique. Donc j'ai ici 5 points. Alors, d'abord, première réflexion, quand je vois 5 points, je me dis, c'est pas la peine de faire une modélisation. Effectivement, 5 points en statistique, c'est largement insuffisant. Mais si je regarde un petit peu mieux quand même ces 5 points, je me dis, ça n'est pas une droite qui va modéliser ça. On a plutôt l'impression qu'on est en train de suivre une courbe qui montre une croissance de plus en plus lente de la récolte en fonction de la quantité d'engrais. Mais bon, admettons, on nous demande un ajustement linéaire, donc trouvons la meilleure droite pour ce nuage de points. Alors, comme j'ai 5 points, j'ai un nombre impair, je vais devoir faire un découpage en 3 d'un côté, 2 de l'autre. Choisissons arbitrairement 3 à gauche et 2 à droite. Et nous allons commencer notre calcul de points moyens. Alors les 3 points de gauche correspondent aux abscisses les plus faibles. Donc attention dans le tableau, hein, ils sont ici. Donc j'ai une moyenne de 80, 100 et 120 à calculer pour x. Et bien sûr en face, une moyenne de 37, 46 et 43 pour y. J'aboutis à 100 pour x et 42 pour y. Voici le point G1 que je positionne précisément sur mon graphique. Pour le point G2, eh bien je m'occupe des deux couples XY qui me restent dans mon tableau. Donc j'ai à calculer la moyenne de 150 et 220 en x et 46 et 51 en y. J'obtiens 185 et 48,5. Alors la moyenne de 2 points, graphiquement, sans surprise, ça va être le milieu du segment, hein, bien entendu. Donc si ça n'est pas le cas, c'est que vous avez fait une erreur de calcul quelque part. Voilà, et donc la droite G1, G2 est une des droites qui permet en tout cas aux résidus positifs de compenser les négatifs. Donc c'est une droite de Mayer de notre nuage de points. Alors, cette droite, on peut la tracer, hein, il suffit de placer sa règle maintenant et de tracer la droite. Mais on sait très bien que cette droite va nous servir dans la suite, à faire des extrapolations par exemple. Si je veux placer par exemple 300 kg d'engrais, en faisant confiance à la tendance donnée par la droite, quelle est la quantité récoltée que je peux calculer en estimation? J'ai besoin de l'équation de la droite. Donc il faut maintenant être capable de retrouver l'équation d'une droite en connaissant 2 points de la droite. Alors on se souviendra que le coefficient directeur de la droite, ou plutôt sa pente, vaut delta y sur delta x, donc yg2 moins yg1 sur xg2 moins xg1, formule que vous connaissez depuis la classe de 3e, avec yb moins yk sur xb moins xa. Donc si on effectue ce calcul, on trouve un coefficient directeur de 0,07647. Ok. L'ordonnée à l'origine est obtenue en se servant de l'équation de la droite et d'un point de la droite. Alors, surtout pas d'un point du tableau, hein. Les points du tableau ne sont pas sur la droite G1, G2. Par contre, je prends par exemple le point G1, je sais que y égale à x plus b, donc 42 égale a fois 100 plus b. Les y égale à x plus b marche pour n'importe quel point de la droite. Donc en me servant de ça, je calcule finalement petit b, qui vaudra y moins ax, et que je vais trouver à 34,35. Très bien, donc je trace ma droite de Mayer, j'ai son équation. Hein, donc l'équation globale de cette droite, c'est y égale 0,07647x plus 34,35. Et si on me dit maintenant x égale 300, eh bien je fais le calcul de y pour x égale 300. Très bien, un autre exemple, je reprends mes trimestres et mon graphique, et je reprends également les moyennes mobiles qui avaient été obtenues ici par point. On va voir si la droite de Mayer est très différente du système de points obtenu grâce aux moyennes mobiles. Alors, pour calculer une droite de Mayer là-dessus, je dois découper mon nuage de points initial en deux. C'est-à-dire que je vais prendre la première moitié du tableau avec 8 valeurs, et puis je prendrai pour G2 la deuxième moitié. Donc,
x de G1 est la moyenne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une valeur qui vaudra 4,5. Y de G1 est la moyenne de 28, 45, 49, etc. jusqu'à 40. Donc chez Mayer, c'est un découpage du nuage de points en deux. Alors coïncidence, l'ordonnée moyenne de ces 8 valeurs vaut pile 40. Très bien, donc on peut placer un point G1 sur notre graphique. Et puis je refais la même chose dans la deuxième moitié du tableau. Les moyennes en X de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la moyenne est de 12,5 et la moyenne des 8 valeurs Y ici est de 41,125. Très bien. Donc j'ai un point G2 qui se trouve ici. Si je trace la droite de Mayer, je ne veux pas ici chercher son équation, eh bien je m'aperçois que les points obtenus par moyenne mobile étaient plutôt pas mal, pas mauvais du tout pour décrire la situation dans sa tendance globale. Voilà donc pour ces thèmes de moyenne mobile et droite de Mayer. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne bien sûr rendez-vous pour la suite où nous verrons la méthode des moindres carrés et évidemment une petite vidéo d'exercice sur Mayer. À très bientôt.